L'année 2025 a été riche en émotions, tant sur le plan personnel que dans les productions True Crime sur la chaîne. L'année a aussi été marquante dans les crimes réels, au Brésil et ailleurs, avec une grande diversité. Des crimes qui représentent des tragédies personnelles, familiales et sociales, de nombreux cas de féminicide et d'autres agressions contre des femmes, mais où les victimes ont survécu par miracle, disons. Par exemple, Juliana a reçu 61 coups de poing dans un ascenseur de la part de son petit ami. Jennifer d'Oliveira a aussi sauté du deuxième étage d'un immeuble à Contagem, Minas Gerais, pour échapper à son mari qui voulait la tuer. Il y a eu plusieurs cas mortels d'empoisonnement et à partir de septembre, une vague inquiétante de signalements d'intoxication au méthanol après la consommation de boissons alcoolisées. Impossible aussi de ne pas se souvenir du 21 juin, le jour où Juliana Marins, 26 ans, est tombée lors d'une randonnée sur le mont Rinjani, un volcan en Indonésie. Le corps de la touriste brésilienne est resté visible jusqu'au 24 juin, date du sauvetage. Dirigé par le montagnard Bung Agam, il s'est porté volontaire pour aider à l'opération de sauvetage avec d'autres alpinistes et secouristes bénévoles. Une opération très dangereuse d'environ 7 heures. Un autre récit absolument inattendu concerne l'intrusion dans l'enclos d'une lionne au zoo de João Pessoa, qui a entraîné la mort de Gerson de Melo Machado, 19 ans, le petit vacher. Une histoire récente du 30 novembre avec un impact international. Nous avons mené des enquêtes très complexes et difficiles qui se poursuivent jusqu'à présent. Comme pour la mort de Vitoria Regina de Cajamar le 26 février 2025 et celle de l'homme d'affaires Adalberto Amarillo dos Santos. Le mystère d'Interlagos survenu le 3 juin 2025. Des histoires nées qui nous ont laissé le cœur serré, le souffle coupé et surtout dans l'attente de connaître la vérité, ainsi que de voir la justice être rendue. Alors préparez-vous, car nous avons fait un travail de curation en nous concentrant sur les crimes de 2025. Et nous vous présenterons ici 15 récits avec les informations mises à jour jusqu'à présent. Je suis Marcos Campos, soyez toujours tous les bienvenus. Et voici la rétrospective des affaires criminelles de 2025. Mettez un like et un commentaire, même un emoji suffit. Message des données, allons aux faits. La victime est un jeune homme de seulement 18 ans qui a été blessé par balle à la tête lors d'une fête du Nouvel An dans la communauté São Simão à Queimados, dans la Baixada Fluminense. Cauã Galdino Florencio Pereira. Il est toujours hospitalisé dans un état très grave. Lors du réveillon de 2024 à 25, Cauã Galdino Florencio Pereira, un carioca de 18 ans, a reçu une nouvelle qui l'a fait littéralement sauter de joie. Il était engagé dans la réalisation de ses projets de vie, jouant comme amateur, cherchant une opportunité de se faire remarquer sur la scène sportive nationale et souhaitant devenir parachutiste. Et justement, au passage à la nouvelle année, il a reçu un message de l'armée l'informant que lui, tout juste enrôlé pour le service militaire obligatoire, serait affecté à un bataillon de parachutisme. Alors, c'était vraiment une occasion de fêter le nouvel an, n'est-ce pas? Aux premières heures du 1er janvier, après 3 heures du matin, le jeune homme a décidé d'aller chez un oncle maternel et, de là, de se rendre à une soirée funk dans le quartier de Queimados, à Rio de Janeiro. Malheureusement, après être arrivé sur place, Cauã s'est retrouvé impliqué dans un incident avec Marcio Lucas Rosa de Souza, 31 ans, connu sous le nom d'homme de fer ou tête de fer. Cet homme a ensuite été identifié comme responsable du trafic dans la localité. C'était un individu dangereux, déjà condamné pour trafic de drogue et en liberté depuis 1 an après avoir purgé 8 ans de prison. Pendant cette fête, un simple coup de pied sur le pied du trafiquant et l'absence d'excuses de Cauã ont provoqué une rapide dispute entre eux et Marcio Lucas. Sans hésiter, il a sorti son arme et a tiré 2 fois sur Cauã, atteignant le jeune homme à la tête. Même secouru et transféré à l'hôpital, Cauã n'a pas survécu et sa mort cérébrale a été constatée dans la nuit du 2 janvier. La famille, même sous le choc, a décidé de faire don des organes du jeune homme. Quant à son assassin, l'information que les reportages ont diffusée est que les chefs de la faction criminelle se seraient irrités par l'attitude de l'homme de fer et pour éviter des problèmes, aurait ordonné l'exécution du criminel. Mais la police n'a pas confirmé cette version.
Les amis et la famille de Vitor Felisberto Medrado, âgé de 46 ans, se sont réunis dans un cimetière de la région nord-ouest de Belo Horizonte pour lui dire adieu. C'est le logo de mon frère, de Vitor Medrado. C'est 15 jours avant le carnaval, le matin du 13 février, São Paulo et tout le pays ont été surpris par la mort tragique de Vitor Felisberto Medrado. Un vol suivi de meurtres stupides commis en plein jour près du Parc du Peuple dans la région d'Itaim Bibi. À 6 heures du matin, Vitor a été abattu par 2 hommes qui passaient dans la région sur une moto. Les agresseurs n'ont pas annoncé le braquage et se sont juste approchés de la victime à vélo. Ils ont tiré, blessant Vitor au cou, ont ramassé son téléphone tombé, puis sont partis. Vitor a été secouru, mais le cycliste n'a pas survécu à ses blessures. En 2016, l'équipe de Vitor a décroché le bronze à la vitesse par équipe au championnat du Brésil. En 2017, il a reçu une bourse d'athlète. Il était aussi entrepreneur en conseil sportif et comptait 3500 abonnés sur Instagram. Ses amis et collègues le décrivent comme une personne très bien, amicale, apprécié de tous ceux qu'il connaissait. Le plus choquant dans cette affaire, c'est que Vitor a été assassiné sans opposer de résistance, alors qu'il était simplement arrêté avec son vélo. Pour vous donner une idée, l'ex-femme de Vitor avait déjà été victime d'un vol, et à cette occasion, elle avait perdu son vélo, estimé à environ 90 000 raies. Le lendemain du crime, le secrétaire à la sécurité publique, Guilherme Derrit, a indiqué que l'analyse des images avait permis d'identifier la moto ainsi que les supposés impliqués. Nous avons ensuite appris qu'il s'agissait de Jefferson de Souza Jesus, 27 ans conducteur de la moto, et d'Eric Benedicto Verissimo, le tireur. Le pilote appelé Gordo do Paraisópolis avait déjà été impliqué dans trafic et recel. Les 2 criminels ont été rapidement arrêtés. Ils avaient une moto volée et une arme à feu au numéro de série effacé. Dans ce crime-là, une 3e personne était également impliquée, Suedna Barbosa Carneiro, âgée de 41 ans, connue sous le nom de Maïnia du crime. Elle avait financé le crime, facilitant peut-être l'achat de la moto et de l'arme utilisée par les criminels. Une jeune femme a été enlevée à la sortie d'une église évangélique, prise en otage dans sa voiture et tuée dimanche. Le crime s'est produit à Quixeramobim dans le Ceará. Natania Alves, âgée de 20 ans, a été maîtrisée par les criminels en sortant de l'église pour aller chercher quelque chose dans la voiture. En février 2025, un autre crime barbare et choquant. Le crime qui a coûté la vie à Nathalie Alves Sals, âgée de 20 ans, est considéré par la police comme un crime d'opportunité. La jeune fille, étudiante en chimie, vivait à Quixeramobim au Ceará, une ville d'environ 85 000 habitants. Nat était une jeune fille talentueuse, passionnée de musique, d'art plastique, reconnue pour son dévouement académique et son engagement à l'église. C'était un dimanche, le 16 février, vers 1h30 de l'après-midi. Lorsque la jeune fille était seule en train de monter dans sa voiture, elle a été abordée par 3 criminels qui traînaient dans les rues. Après avoir consommé de l'alcool et des drogues, totalement mal intentionnés, ils avaient prévu de voler un véhicule au hasard pour le vendre et payer leurs dettes. Ainsi, Nat a été maîtrisée et kidnappée dans sa propre voiture. Elle a finalement été emmenée dans une commune voisine où le meurtre a eu lieu. Par la suite, l'expertise et les aveux des meurtriers ont révélé que Nathalie a été tuée à coups de pierre. Les recherches ont permis de localiser le véhicule stationné à proximité de la gare routière de Quixada, à environ 43 km du lieu de l'enlèvement. Mais Nathalie n'était plus parmi eux. La police a mis en place un barrage et en peu de temps, ils ont été arrêtés et ont avoué le crime ainsi que l'emplacement du corps de la jeune femme qui présentait des marques d'une extrême violence et lâcheté. Les 3 salauds sont Francisco Martio Frère, 43 ans, Francisco Teodosio Ramos, également 43 ans, et Yarson do Nascimento Silva, 23 ans. Et il faut savoir que Marcio, pendant des années, s'est fait passer pour un pasteur évangélique, mais en réalité, son truc était tout autre. Selon son long casier judiciaire, qui mentionne une tentative d'homicide en 2001, cela a abouti à une condamnation de 7 ans et à une évasion de la prison de Quixada en 2010, lorsque des employés et des visiteurs ont été pris en otage. Un autre crime qu'il a commis a été d'utiliser l'image de son propre fils, un enfant en situation de handicap physique, comme moyen de sensibiliser les autres et de collecter des fonds. Et en ce qui concerne la motivation de ce crime barbare contre Nathalie,
Le vol de la voiture aurait servi à régler une dette que Marcio Frère avait dans une maison close à Quixada. Ainsi, en août 2025, ils ont été jugés et condamnés. Le cas du petit Arthur Ramos Nascimento, âgé de seulement 2 ans. Ce petit garçon est décédé dimanche dernier. N'est-ce pas, il avait plusieurs blessures sur le corps. Il avait aussi des blessures aux parties intimes. Des indices montrent aussi qu'en plus d'avoir été torturé, Arthur Ramos Nascimento, un enfant de seulement 2 ans et 11 mois, a été assassiné en février à Tabira, dans le Pernambouc. Le crime a été révélé le 16 février, lorsqu'une voisine de la famille a vu le corps inerte d'Arthur et a remarqué des marques de violence. Cette femme a immédiatement appelé la police militaire qui, à son arrivée, a constaté le décès du petit et a lancé une chasse aux responsables. Giselda da Silva Andrade, 30 ans, et son compagnon Antoine Lopez Severo, 42 ans, surnommé Frajola. Le couple devait s'occuper du petit Arthur pendant que sa mère, Giovanna Ramos, vivait et travaillait dans un autre État. En ce qui concerne le père du garçon, Lucas Ribeiro, il est déjà décédé. Giselda a été décrite comme une mère de 3 enfants. Et à un certain moment, elle a semblé être une alternative viable pour s'occuper d'Arthur, même si elle et son compagnon avaient déjà un passé criminel pour trafic et homicide. Eh bien, capturés le 18 février, les 2 suspects ont été transférés à Tabira, où Antonio Lopez Severo a été lynché par une foule en colère avant d'avoir pu être emmené en prison. Comme on peut le voir sur les images, dès que les voitures de police arrivent devant le commissariat, les gens ouvrent le coffre et traînent Frajola dehors. Une scène barbare avec tirs, bagarres et explosions. La voiture de police a rapidement quitté les lieux pour éviter le lynchage de Giselda. Elle était dans la petite cage, enfermée dans le coffre du fourgon. L'enquête devait aller jusqu'au bout. Mais il est bon de savoir que les enfants biologiques de ces individus-là ont déclaré lors de leur déposition à la police que les parents agressaient fréquemment le petit Arthur. D'autres témoins ont rapporté que Gisèle avait un comportement systématique de violence, profitant de sa position de tutrice pour infliger des punitions physiques cruelles et injustifiables à l'enfant. D'un autre côté, la police civile a ouvert une enquête pour examiner le lynchage, identifier les participants et vérifier s'il y a eu une défaillance dans la procédure des policiers. L'accusé d'avoir tué la jeune Victoire Régine de Souza, âgée de 17 ans, à Cajamar, sera jugé par un jury populaire. Il est poursuivi pour féminicide, enlèvement et dissimulation de cadavres. Encore une affaire de février. Et cette année 2025, sans aucun doute, restera à jamais marquée par l'affaire de la mort de Vitória Regina de Souza, 17 ans, une adolescente habitant à Cajamar, à São Paulo, qui a disparu en sortant du travail le 26 février, vers 11 h du soir. Ne rentrant pas chez elle et ne répondant pas au téléphone, l'affaire a été confiée à la police. L'enquête a récupéré les vidéosurveillances près du centre commercial où elle travaillait, montrant la jeune fille allant vers l'arrêt de bus. Ses empreintes digitales ont également été analysées, ainsi que ses conversations avec une amie, à ce moment-là où elle attendait le transport et avait peur de 2 jeunes hommes au comportement suspect. C'est là que commençait l'une des enquêtes les plus complexes de cette année 25. Pendant une semaine, les recherches pour Vitória Regina de Souza ont été constantes et n'ont pris fin que le 5 mars, lorsque son corps a été retrouvé par une équipe de la garde municipale, dans la zone rurale de Cajamar, avec l'aide de chiens renifleurs. Le cadavre était déjà dans un état avancé de décomposition et témoignait d'une mort terrible, impliquant beaucoup de violence et de torture. Comme cela a été largement diffusé, Vitória aurait eu la tête rasée. Il y avait des blessures profondes à la gorge, son corps était nu, les mains attachées dans le dos et partiellement démembrées. Gustavo Henrique Lira, l'ex-petit ami, s'est rendu de lui-même au commissariat de Cajamar. Il a expliqué pourquoi il n'a pas répondu à son message la nuit où elle a disparu. Même Carlos Alberto Souza, père de Vitória, avait été enquêté et suspecté à l'époque. Mais l'enquête s'est vraiment concentrée sur Michael Antonio Sales dos Santos, 27 ans, qui a ensuite été accusé d'enlèvement, de féminicide, de dissimulation de cadavres et de fraude procédurale. Différents témoignages présentent Michael comme un ex de Vitória, qui aurait tué la jeune fille pour l'empêcher de révéler leur relation à sa femme. Mais il a aussi été décrit comme un harceleur
et que le crime avait été prémédité des mois à l'avance. Ce soupçon s'est renforcé après la récupération du contenu de son téléphone portable, où de nombreuses photos de Vittoria étaient stockées, en plus de l'envoi de messages à son intention contenant des images de couteaux et d'armes. Les détails concernant le véhicule et le supposé lieu de captivité n'ont jamais été vraiment clairs dans cette affaire pour nous qui suivions le dossier. Cela en raison des examens acides désoxyribonucléiques. Selon les informations du 2 novembre dernier, de l'année 25, la justice de São Paulo a annulé les aveux de Michael Antonio, le seul suspect du meurtre de Vittoria, mais a décidé de le traduire devant un jury populaire, sans date prévue pour l'instant. Et c'est pour toutes ces raisons, pour tous ces aspects dans l'affaire de Vittoria, que ce dossier est sans aucun doute l'un des plus marquants de 2025. Cette jeune femme a été tuée, son corps a été retrouvé dans une maison et la raison de sa mort, selon l'enquête, et l'enquête montre qu'elle a réclamé une dette de 400 reais. Le reportage est de Wesley Dures et de Luana Takahashi. Un cas qui doit rester sur notre radar est le féminicide de Clara Maria Venancio Rodrigues, âgée de 21 ans, un crime commis au début du mois de mars. Clara Maria a été signalée disparue le 9 mars. Originaire d'Uberlandia, la jeune femme travaillait alors comme aide cuisinière dans une boulangerie artisanale de Belo Horizonte. En plus d'affronter avec grâce et sympathie les défis de la vie, elle était connue pour ses passions, le skate, le graffiti, les arts plastiques et aussi les félins. À un certain moment, elle a entretenu une amitié toxique avec un collègue appelé Thiago Schaffer Sampaio, âgé de 27 ans. Pour la jeune fille, c'était une vraie amitié, mais pas pour lui. Thiago avait une autre intention, tu vois, un intérêt sexuel non réciproque. Mais au début de cette année, elle lui a prêté 400 reais. 3 mois plus tard, le soir de sa disparition, elle est allée chez ce Thiago pour récupérer cette somme à l'invitation de Thiago lui-même. Mais avec lui, il y avait un ami, quelqu'un que Clara connaissait. Un type appelé Lucas Rodrigues, âgé de 29 ans, qui est décrit comme un idiot faisant l'apologie du nazisme et qui n'aimait pas Clara. Plus tard dans la soirée, vers 22h45, la fille a même envoyé un message à une autre personne disant qu'elle avait déjà reçu l'argent et qu'elle rentrait chez elle. Un trajet court, mais Clara n'est pas rentrée chez elle. Après minuit, un autre message a été envoyé depuis son téléphone et disait ceci. « Salut, je vais bien, je suis occupée en ce moment. » Une phrase inhabituelle qui a éveillé des soupçons. Ainsi, après des appels sans réponse et des messages restés sans réponse, finalement son téléphone s'est retrouvé hors service, ce qui montrait clairement que quelque chose n'allait pas. Ce fait a entraîné la déclaration officielle de disparition de Clara 3 jours plus tard, le 12 mars. Son corps a été retrouvé dans une maison du quartier Ouro Porto Preto, dans la région de Pampulha, à Belo Horizonte. Il était enterré sous une couche de béton. Où exactement ? Eh bien justement dans la cour de la maison de ce fameux Thiago, qui a reconnu avoir attiré Clara chez lui sous prétexte de régler la dette. Alors avec l'aide de Lucas, ce sale nazi, il a asphyxié la jeune fille avec une clé d'étranglement. Les suspects ont présenté des motivations divergentes pour le crime. Thiago a invoqué la jalousie, tandis que Lucas a affirmé nourrir de la haine envers elle. Lucas a aussi montré de l'intérêt pour la nécrophilie, une piste encore étudiée par la police. Les deux sont détenus et seront jugés par un jury populaire à une date à définir. Caroline était l'amie et la confidente de Larissa depuis 12 ans. La professeure de Pilates a révélé traverser une crise dans son mariage. La raison, la découverte d'une trahison. Le mari, le médecin Luis Antonio Garnica. Eh bien, il semble que 2025 ne va pas se terminer maintenant, le 31, n'est-ce pas? Du moins pas pour ces crimes. Vers la fin du mois de mars 2025, l'affaire de Larissa Leoncio Rodrigues, une professeure de Pilates de Ribeirão Preto, a surgi. Elle a été victime d'une mort suspecte. Elle avait 37 ans, était mariée depuis 18 ans avec Luis Antonio Garnica, 38 ans, un médecin orthopédiste. Dans la version initiale du récit de son décès, Larissa a été retrouvée inanimée dans la salle de bain du logement par son mari. Cependant, les soi-disant premiers secours prodigués par lui à son épouse, qui était alors inconsciente, n'ont jamais été décrits dans aucun manuel de premiers soins, si vous voyez ce que je veux dire. Quand le service d'aide médicale urgente est intervenu, les secouristes ont seulement constaté le décès de Larissa, déjà en rigidité cadavérique, indiquant un décès survenu 12 à 15 heures plus tôt. Eh oui,
Sans antécédent de problèmes de santé et pratiquement professionnel de l'activité physique, la mort de Larissa n'a pas pu être expliquée. Le corps a été envoyé à l'Institut médico-légal pour autopsie, où le rapport a confirmé la présence de chumbinho, indiquant un empoisonnement. Bien sûr, cela aurait pu être accidentel ou auto-administré. Oui, mais les enquêteurs ont examiné de très près le mari de Larissa, un homme extrêmement discret sur les réseaux sociaux concernant son mariage et sa vie personnelle. Cependant, le bon docteur était un mari infidèle. En fait, une vingtaine de jours avant sa mort, Larissa Rodrigues a eu la confirmation de ses soupçons lorsqu'elle a trouvé dans la voiture de son mari des bouchons de bouteilles de vin avec des dates inscrites dessus et une boîte contenant des jouets sexuels. Face à cette trahison, elle a décidé de se séparer, mais Madame Elisabeth Arabassa, la belle-mère de Larissa, a supplié sa belle-fille de ne pas mettre fin à son mariage avec son fils, de ne pas demander le divorce. On a vite appris que cette inquiétude était due au partage éventuel des biens du couple et aux futurs problèmes financiers qui se profilaient déjà à l'horizon. Tu pensais que la belle-mère aimait Larissa, n'est-ce pas? Un scénario avec les moyens, les motifs et l'occasion d'un de ces meurtres classiques, non? Mais ceux qui ont tout de suite accusé le mari se sont trompés au début. Aux côtés de Larissa, dans ses derniers instants, il y avait sa belle-mère. À noter, un décès avait déjà eu lieu dans la famille le mois précédent, d'accord? Lorsque Natalia Garnica, la fille d'Elisabeth, était décédée subitement, l'exhumation et les examens toxicologiques ont prouvé que Natalia avait également été empoisonnée au chumbinho. Nous avons appris qu'Elisabeth avait acheté ce produit quelques jours plus tôt. Interrogée, la femme de 68 ans et son fils, le docteur Luis Antonio Infiel, proclament leur innocence. Ils sont tous deux détenus, accusés d'homicide, en attente de procès. Des nouvelles récentes, datées du 16 décembre, nous ont donné des mises à jour sur cette affaire. Le tribunal de justice de l'État décidera quel tribunal jugera l'affaire, puisque Pontal et Ribeirão Preto ont refusé ce privilège. Mais l'affaire est en cours sous le sceau du secret de la justice. Et nous, nous sommes ici simplement en attente. Un père qui a tué son propre fils, tout cela pour pouvoir se venger de la mère de l'enfant. À la police, il a avoué avoir tenté de tromper le garçon la veille du crime. Il a abandonné, mais le lendemain, il a jeté le garçon du pont. Maintenant, la police veut savoir si le garçon était encore en vie lorsqu'il a été jeté. Avant la fin du mois de mars, le pays a été choqué, une fois de plus, par la mort d'un garçon de 5 ans, une affaire survenue au Rio Grande do Sul. Un crime pervers, appelé féminicide indirect ou crime vicariant, où un enfant est assassiné dans le but de détruire la vie de la mère. Le garçon s'appelle Theo Ricardo Ferreira Felber. Il a été jeté d'un pont sur les rochers du lit de la rivière Vacacaí, dans la ville de São Gabriel. Les parents de Theo sont séparés depuis octobre 2024, quand Abigail Luisa Ferreira Felber, sa mère, est retournée à Nova Hartz avec son fils, laissant Thiago Ricardo Felber, 40 ans, totalement bouleversé par la fin de la relation. Thiago a alors élaboré 2 plans. L'un d'eux consistait à tuer son épouse et ses éventuels petits amis, et l'autre à assassiner son fils pour faire souffrir Abigail. Cependant, ces idées machiavéliques étaient bien cachées dans l'esprit de ce démon. Ainsi, il a demandé à la femme de lui laisser le garçon quelques jours pour célébrer son 40e anniversaire. D'après Abigail, aucun antécédent de violence domestique. Thiago était un très bon père. Autrement dit, il n'y avait aucun obstacle à ce que l'enfant reste sous la supervision de son père. Et là, c'est un point qui déclenche toutes les alertes, n'est-ce pas? Bon, mais dans ce contexte-là, de passer du temps avec le père, malheureusement, l'exécution de Theo était déjà décidée dans la tête de l'homme. Dans la nuit du 24 mars, Thiago a tenté de tuer son fils par asphyxie mécanique, sans succès. C'est pourquoi, le lendemain, le 25 mars, il s'est dirigé vers le pont au-dessus de la rivière Vacacaí. Des photos montrent le père et le fils sur un vélo, le garçon assis dans une caisse en plastique. L'expertise a confirmé que Theo Ricardo était vivant au moment où il a été jeté et que sa mort est due à un traumatisme crânien. Aucune trace d'alcool ni d'autres substances n'a été trouvée dans son corps, écartant toute sédation avant le crime. Après avoir tué son fils, Thiago a déjeuné en ville. Il a envoyé des messages audio à sa famille pour avouer ce qu'il avait fait et s'est rendu à la brigade militaire. C'est à ce moment-là qu'il a été arrêté en flagrant délit et conduit au système pénitentiaire. À Abigail, sa mère, il a envoyé le message suivant. « Tu vois, ma fille, sois forte, j'ai fait une petite folie maintenant, d'accord? Tiens bon, il va falloir supporter ça dans ton cœur pour le reste de ta vie.
Je viens de jeter Théo Dupont. Tu vois, ma fille, sois forte. J'ai fait une petite folie maintenant, d'accord? Tiens bon, il va falloir supporter ça dans ton cœur pour le reste de ta vie. Je viens de jeter Théo Dupont là maintenant. Des crimes orchestrés par des sœurs jumelles qui sont soupçonnées d'avoir tué 4 personnes empoisonnées. Le Domingo Espectacular a eu accès, en exclusivité, à des extraits du témoignage de Roberta Veloso Ferreira, la sœur jumelle d'Anna Paula. Les jumelles Ana Paula et Roberta Cristina Veloso Fernandez, 36 ans, auraient pu chercher la célébrité et le succès dans la mode, la musique ou sur les réseaux sociaux. Mais non, elles tuaient. Actuellement, elles sont toutes les deux en prison et apparemment, leur procès n'est pas encore programmé. Mais ce que l'on sait, c'est qu'elles sont impliquées dans au moins 4 homicides survenus entre janvier et mai, dans les États de Rio de Janeiro et de São Paulo. Les informations diffèrent légèrement sur la chronologie des faits. Il est certain qu'Ana Paula, étudiante en droit, a eu une relation avec le jeune touriste Haider Mazres, 21 ans. Soudainement, Ana Paula a déclaré être enceinte. Mais Haider n'a pas cru à cette histoire, même après la présentation de fausses preuves, y compris une échographie qui a été envoyée à sa famille. Il y a alors eu des menaces. Et dès finalement, les choses ont dû revenir à la normale, car ils sont sortis ensemble pour prendre un encas le 23 mai. Ce fut le dernier repas de Haider, qui s'est senti mal et est mort peu après dans sa résidence du quartier Brás à São Paulo. Et avec un grand culot, Ana Paula l'a accompagné jusqu'à l'hôpital et par la suite s'est rendue au commissariat pour signaler la mort du jeune homme. On a prétendu que Haider avait pris de la drogue, mais sa famille l'a démenti. L'enquête a découvert des menaces en arabe et même la tentative d'Ana Paula de convaincre l'ambassade de Tunisie qu'elle était la compagne du jeune homme afin de pouvoir participer au rapatriement du corps. Les maillons de cette chaîne criminelle se sont resserrés autour du cou d'Ana Paula et de sa sœur jumelle, Roberta Cristina, qui apparemment souhaitaient vivre comme des tueuses à gages en demandant 4000 raies pour commettre un meurtre. Tu te rends compte? Des psychopathes arrogantes, avides, narcissiques, mais peu intelligente. Ana Paula était même allée jusqu'à informer faussement la police qu'elle était menacée par un inconnu, attirant ainsi l'attention des enquêteurs sur elle-même. Les jumelles ont commis 3 autres meurtres pour de l'argent, où les victimes sont mortes empoisonnées. Et les sources précisent l'utilisation de poison pour rats. Comme nous le savons, à cause de plusieurs cas survenus en 2025, c'est un pesticide vendu illégalement un peu partout, n'est-ce pas ? Ça ne devrait pas être le cas, mais ça l'est, et nous attendons bien sûr la conclusion de cette histoire. Il manque le chapitre final, n'est-ce pas? Le jugement et la condamnation. L'homme d'affaires, qui a été retrouvé dans un trou à l'intérieur de l'autodrome d'Interlagos, laisse penser qu'il a pu être placé vivant à cet endroit. 3 agents de sécurité sont les principaux suspects du crime. Le 3 juin, la vie de l'homme d'affaires Adalberto Amarillo dos Santos a été exposée et bouleversée. Ce qui s'est passé après que son corps a été retrouvé dans un trou de 2 mètres de profondeur et seulement 40 cm de diamètre sur un chantier de construction, à proximité de l'autodrome d'Interlagos, où Adalberto et un ami avaient participé à un événement de moto. La découverte du corps a été faite par l'un des employés de l'entreprise de construction, qui a d'abord cru qu'il s'agissait d'un mannequin, car il ne voyait que le casque. L'homme a quand même appelé la police. C'est ainsi qu'on a identifié la victime, avec le casque sur la tête et les mains en l'air, ne portant rien d'autre qu'une veste et un caleçon, comme étant Adalberto. Son cadavre avait encore beaucoup de terre sur le visage et sur les mains. L'enquête a conclu qu'Adalberto avait été mis dans le trou déjà mort ou inconscient, sans réaction ni tentative de fuite. Une histoire complexe, entouré de mensonges ou de récits mal racontés et d'énigmes. En commençant par cet ami de l'homme d'affaires qui a avancé plusieurs allégations non confirmées par les expertises, comme la consommation d'alcool et de marijuana, la disparition de la caméra GoPro, du casque d'Adalberto, l'existence d'un amant, l'absence du pantalon et des baskets, et la possibilité qu'il ait eu des relations sexuelles avant de mourir. Toutes les pistes, hypothèses et thèses ont été exposées publiquement avant de représenter de réels progrès dans l'affaire, laissant le public confus et incrédule quant au travail de la police et peut-être en salissant la moralité et le caractère de la victime.
Beaucoup de personnes ont été entendues. Et aujourd'hui, après 6 mois, même s'il n'y a pas de certitude concrète, disons, sur la dynamique de la mort de l'homme d'affaires, pour la police civile, ce qui s'est passé, c'est une bagarre avec l'agent de sécurité qui travaillait lors de l'événement, où le coup fatal aurait été un étranglement arrière, puisque Adalberto est mort par asphyxie et avait des blessures au genou. Selon les autorités, le principal suspect est un combattant de arts martiaux mixtes qui dirigeait les agents de sécurité de l'événement, et que, le lendemain de la disparition de l'homme d'affaires, il ne s'est pas présenté au travail. Nous attendons maintenant aussi la conclusion de l'enquête. Bien sûr aussi le procès et l'exposition des coupables ou du coupable. De Rio Preto est intervenu dans l'affaire de la disparition de 4 hommes au Paraná, dont 3 étaient partis de Rio Preto au début de la semaine. Les 4 ont été engagés pour recouvrer une dette immobilière. La police a obtenu les images d'une boulangerie où les amis ont été vus pour la dernière fois. Août 25 est arrivé avec une affaire vraiment solide. D'ailleurs, j'ai présenté cette affaire ici sur la chaîne et cette vidéo est disponible pour les membres. Cette affaire est un mystère concernant 4 hommes disparus, dont l'un était l'employeur des 3 autres. Il s'appelait Robichli Hernani de Oliveira, 53 ans, Rafael Juliano Marascalc, 43 ans, et Diego Henrique Afonso, 39 ans, qui travaillaient pour Alencar Gonçalves de Souza. Une affaire apparemment simple qui est devenue très compliquée pour les amis qui étaient repartis de São José do Rio Preto à São Paulo et ils sont allés jusqu'à Icaraíma dans le nord-ouest du Paraná pour réclamer une dette d'environ 255 000 réais relative à la vente d'un bien immobilier. Les principaux suspects du crime sont Antonio Buscariolo, 60 ans, et son fils, Paulo Ricardo Costa Buscariolo, 22 ans. Les créanciers sont arrivés à Icaraíma le 4 août dans l'après-midi. Et ils sont allés avec Alencar jusqu'au district de Villarica pour faire le premier contact avec Antonio et Paulo. On sait qu'à cette occasion, il y a eu une proposition de paiement qui impliquait de céder une maison dans la zone urbaine de la ville, mais les hommes ne sont pas parvenus à un accord. Le lendemain donc, vers 10h30, les 4 hommes sont retournés pour réclamer la dette. Mais ils n'ont pas trouvé les Buscariolo chez eux et sont retournés en ville. Finalement, ils ont effectué une 3e visite à midi, alors qu'ils étaient dans un pick-up Fiat Toro, puis ils ont disparu. L'enquête de la police a ensuite révélé que les 4 victimes ont été tuées dès leur arrivée à la propriété rurale, dans une embuscade et sans aucune chance de se défendre. Les tirs ont touché les hommes à la tête et à la poitrine et ont été effectués depuis 3 endroits différents par plusieurs tireurs avec 5 armes, dont l'une était un fusil. Les corps et le véhicule étaient enterrés hors de la ville et n'ont été retrouvés que le 19 septembre, lorsque les vêtements et les objets personnels ont aidé à l'identification des corps. Les hommes avaient un casier judiciaire et un passé de recouvrement caractérisé par la violence et les menaces. Certains aspects de ce récit restent encore très obscurs, car la police suivait une piste d'enquête selon laquelle le crime, au-delà d'un désaccord commercial, serait lié à des affaires illicites impliquant les personnes concernées. On a également évoqué des montants différents, allant jusqu'à 1 million de réais. Les hommes de la famille Buscariolo sont considérés comme des fugitifs, et pour l'instant, l'affaire reste ouverte. Disons qu'elle reste complètement ouverte dans toutes les circonstances, n'est-ce pas ? Le délai pour conclure l'affaire des 3 femmes retrouvées mortes sur une plage d'Ilhéus, Bahia, en août est prolongé de 60 jours. La prolongation a été accordée par la justice 2 jours après la demande de la police civile. En août 2025, un triple homicide a aussi eu lieu à Ilhéus. Alexandra Suzart, 45 ans, Maria Helena Bastos, 41 ans, et Mariana Bastos da Silva, 20 ans. Elles ont été surprises par la mort le 15 août en se promenant sur la plage des Millionnaires à Ilhéus, au sud de Bahia. Une tragédie qui a effrayé les habitants. Alexandra et Maria Helena étaient amies et enseignantes. Quant à Mariana, elle était la fille de Maria Helena. Les 3 ont été vus en vie et en bonne santé vers 5 heures de l'après-midi du 15, marchant là sur le sable de la plage. Les images enregistrées par les caméras du lieu montrent que les femmes marchaient côte à côte, discutant tranquillement avec Mariana tenant la laisse du chien. Mais elles ne sont pas revenues et leurs corps ont été retrouvés le lendemain, le 16, par un groupe de jeunes chrétiens liés aux églises que fréquentèrent les femmes. Elles avaient malheureusement été tuées à coups de couteau. Le petit chien, un témoin qui ne pouvait pas raconter ce qui s'était passé,
a été confié aux soins de la famille de sa défunte maîtresse. La brutalité du crime et son emplacement, l'une des plages les plus célèbres de la commune, exigeaient une réponse rapide de la police, qui s'est alors concentrée sur la piste d'enquête désignant comme responsables des homicides certains hommes sans abri et des consommateurs de drogue qui se seraient cachés dans la forêt de la région. Cependant, les blessures similaires au niveau du cou que présentaient toutes les victimes faisaient naître l'hypothèse d'un seul auteur des crimes. 10 jours plus tard, Thierry Lima da Silva, un homme de 23 ans, a été arrêté en flagrant délit de trafic de drogue et a avoué son implication dans 4 homicides à Ilhéus, c'est-à-dire de son complice Lucas dos Santos Nascimento et du triple assassinat que je viens de raconter. Déjà connu de la justice bayanaise pour vol, cambriolage et trafic depuis son adolescence, il a avoué les crimes. Cependant, les activités des enquêteurs se poursuivaient, ainsi que celles de la police scientifique. Autrement dit, en tant que principal suspect, il est resté en détention, même s'il s'est contredit sur certains points de l'interrogatoire. Après tout, tous les maillons doivent se refermer, n'est-ce pas? Combien de prétendus homicides avons-nous déjà vus ici, n'est-ce pas? En se rendant, et ce n'est pas toujours ce que ça paraît. Il semble peu probable qu'un vol-plage cause 3 morts, n'est-ce pas? Certains pensent qu'un seul criminel serait responsable, d'autres évoquent d'une motivation passionnelle et plusieurs personnes impliquées. Mais c'est ce que l'enquête va encore déterminer et ensuite le juge va juger. Concernant la mort de l'ancien commissaire général Rui Ferraz, Fontes est arrivé à 2 groupes de criminels. Le premier, et le plus important, est composé de tireurs et de bandits qui ont directement soutenu l'exécution de l'ancien commissaire. En septembre, nous avons appris la mort du commissaire de la police civile de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, 64 ans, avocat de formation. Rui a exercé le poste de directeur général de la police civile entre 2019 et 2022, toujours très actif contre le crime organisé pauliste, surtout le premier commandement de la capitale. Le commissaire était un visage connu grâce aux nombreuses interviews données pendant ses 40 ans au service de la sécurité publique de l'État. Après sa retraite de la police civile, il a été secrétaire à l'administration de la mairie de Praia Grande dès janvier 2023 jusqu'à sa mort. C'est là que le crime a eu lieu, ce 15 septembre, alors qu'il quittait la mairie et a été victime d'une embuscade menée par des hommes armés après une course-poursuite en voiture. Le véhicule dans lequel il se trouvait a été poursuivi, est entré en collision avec un bus et s'est renversé. À ce moment-là, les tireurs armés de fusils ont tiré sur lui avec plus de 20 coups de feu. Une attaque cruelle et extrêmement lâche. Tous les faits indiquent une exécution planifiée, avec des soupçons d'implication de l'organisation criminelle, justement en raison de tout le parcours et de la carrière de l'ancien commissaire. D'ailleurs, peu de temps avant sa mort, Rui Fontes avait confié à quelques amis qu'il s'inquiétait pour sa sécurité, se sentant sans protection et exposé. L'enquête suit 2 pistes principales, l'une liée à son travail de policier et l'autre concernant des problèmes survenus pendant sa période d'activité à la mairie de Praia Grande, puisque les actions du commissaire allaient à l'encontre de certains intérêts particuliers de la municipalité. On sait que 6 personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de l'enquête, mais le travail n'est pas terminé. Pour tous, l'audace des criminels est devenue évidente. Et quoi qu'il y ait d'autre derrière cette mort, de Tainara, la victime renversée et traînée lâchement par Douglas da Silva, toujours détenu, d'accord, elle a déjà subi 3 opérations chirurgicales. Une image a choqué le Brésil le 29 novembre. Tainara Sousa Santos, 31 ans, a été renversée et traînée par la voiture de Douglas Alves da Silva, 26 ans, avec qui elle a eu une brève relation. Un homme. L'écrasement a été intentionnel, une tentative de féminicide, ce qui s'est produit alors que Tainara marchait avec un ami après être sortie d'un bar dans le nord de São Paulo. Après avoir été percutée par le véhicule, elle est restée coincée sous la voiture, qui était conduite par Douglas, qui a continué à rouler sur environ 1 km. Il a changé de voie et a même effectué des dépassements. Un ami du criminel, présent dans le véhicule, a confirmé à la police que Douglas avait renversé Tainara, tiré le frein à main et accéléré pour tenter de la tuer. La motivation venait de son refus d'accepter la rupture. En plus de la gravité des blessures, cette barbarie,
toutes ses blessures causées par le fait d'avoir été traînée. Elle a perdu ses jambes et subi 3 autres opérations. Cet individu-là, Douglas Alves da Silva, s'est enfui sans porter secours, mais il a été arrêté le lendemain et il est poursuivi pour tentative de féminicide. Il est précisé qu'il avait déjà été arrêté en 2023 pour port illégal d'un pistolet 9 mm. En juin, il a conclu un accord avec la justice, avouant le crime afin d'obtenir le bénéfice de la liberté conditionnelle. 5 mois plus tard, il n'a pas respecté l'accord et a commis l'accident. Les avocats de la défense des bandits savent déjà comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Trop créatif parfois? Le docteur a affirmé que Douglas Alves da Silva ne connaissait pas la victime et que la dispute de son client était avec l'ami de Tainara. Même sans expertise, on comprend que la stratégie vise à supprimer les circonstances aggravantes. Mais convenons-en, n'est-ce pas, les gars? Une telle barbarie, ça, tu sais, ça supprime avec un Ctrl-Alt-Super pour toujours tout argument qui pourrait aller dans ce sens. D'accord, disons, bien sûr, tout le monde a droit à la défense. Je ne sais pas, tu vois, mec, je ne sais pas, c'est un truc comme ça. Il va encore devoir répondre pour tentative de féminicide, non? Qu'il va avoir une peine comme ça, bizarre, il va avoir tous les avantages, et d'autres personnes seront très bientôt en danger, d'accord? Très bientôt. Les corps d'une mère et de ses 4 enfants, tués dans un incendie criminel à Recife, ont été enterrés aujourd'hui. Le mari, père des enfants, a avoué le crime et a été arrêté en flagrant délit. Toujours le 29 novembre, un autre crime lâche a bouleversé la ville de Recife. Il s'agit de la mort d'Isabela et Gomez de Macedo, 40 ans, et de ses 4 enfants, Aline, 7 ans, Adriel, 4 ans, Agnaldo, 3 ans et Ariel, 1 an. Tous sont morts dans un incendie criminel à Icaue, dans l'ouest de Recife. Isabela était enceinte de son 5e enfant et Aline, l'aînée, était autiste. Et il a été prouvé que la petite avait reçu un violent coup à la tête avant l'incendie qui, depuis, a détruit 20 des quelques 30 maisons de la communauté. Les pompiers ont travaillé pendant plus de 4 heures pour maîtriser les flammes, envoyant 8 véhicules et 26 soldats. Comme on peut l'imaginer, les habitants ont vécu des heures de désespoir en voyant leurs maisons et leurs biens détruits par le feu. Cependant, notre plus grande douleur est de savoir que le responsable de la tragédie, de la mort d'Isabela et de ses enfants, était son mari et le père des enfants, un homme violent et assassin. Agnaldo José Alves, 39 ans. Après avoir provoqué l'incendie, ce misérable s'est enfui, mais il est revenu plus tard pour observer la scène. À ce moment-là, il y a eu une tentative de lynchage par les habitants, mais les policiers sont arrivés sur les lieux. Ainsi, il a été sauvé, arrêté en flagrant délit, emmené à l'hôpital, puis conduit à la prison, à Abreu et Lima. Concernant la motivation, la relation était marquée par la violence domestique. Agnaldo est qualifié de monstre, mais Isabelle disait que même si elle voulait partir, elle n'avait nulle part où aller avec ses enfants. Elle espérait que sa mère lui construise une chambre pour pouvoir déménager avec les enfants. Reconnue comme une mère attentionnée et responsable, elle s'occupait de la maison et était presque invisible dans la communauté. L'une des voisines a même dit que les enfants demandèrent souvent de l'aide. Ils mettaient leurs petites mains dehors en criant « Au secours, tata !»« Tonton, aide-moi !» Malheureusement, la communauté impose que chacun gère ses affaires par crainte de représailles. Elle a ajouté « On fait semblant de ne pas voir. » Mec, l'enfer, c'est bien sur terre, n'est-ce pas? Agnaldo a utilisé un briquet pour mettre le feu à un tapis qui était placé sous la bâche de la cabane où vivait la famille. Les flammes se sont rapidement propagées, la mère et les enfants n'ont pas pu sortir de la maison et se sauver, car la porte était verrouillée. Pour tous ceux qui étaient là, il est certain que le crime a été prémédité, car quelques jours auparavant, Agnaldo avait emporté de la maison une bonbonne de gaz et ses affaires, même s'il restait encore dans la maison. Preuve évidente, n'est-ce pas, de la préméditation. Mec, c'est vraiment choquant. Les gars, une remarque, vous connaissez l'affaire Clara Maria? Donc il était fait mention de manifestations organisées par des collectifs féminins, d'accord? Je crois que vous avez parfaitement raison de protéger et d'exiger justice pour la vie de Clara Maria. Je pense aussi que les femmes de tous âges doivent être régulièrement averties et rester vigilantes face aux risques potentiels de certaines situations, du genre dette. Dis au gars de faire un virement sur ton compte. N'y va pas retrouver ce salaud de ton passé, des objets chez ton ex,
Va les récupérer avec quelqu'un, d'accord? Avec ton père, ton frère ou même la police. Ne sous-estimez jamais la capacité humaine au mal, d'accord? Et la police, s'il vous plaît, écoutez, quand quelqu'un vient dire qu'il est inquiet pour une situation, n'attendez pas que la merde arrive pour seulement après y prêter attention. Et à propos de l'affaire Nathanie, il serait très bien que les criminels purgent leur peine en régime fermé, pendant toute la durée déterminée par la justice. Ce serait le strict minimum. Face au crime, non? La victime a reçu la peine de mort et la famille de Nathanie restera à jamais prisonnière de la douleur. Et je pense que ce point supplémentaire à propos de l'affaire Nathanie s'applique à toutes les autres aussi, n'est-ce pas? Ce sont des affaires extrêmement choquantes. Je vous raconte ça ici et on devient indigné, n'est-ce pas? Vous avez remarqué qu'à la fin, j'ai commencé à sortir un peu du script, parce que c'est... Mec, c'est insupportable d'entendre autant de choses comme ça et de rester inerte. La personne reste inerte face à ça et arrive à trouver un raisonnement pour la réinsertion, pour un traitement digne. Mec, je suis désolé, mais je n'y arrive pas. Ce ver qui a brûlé les gens enfermés, quelle mort cruelle pour celui qui a traîné la femme en voiture parce qu'elle voulait le quitter. Comment est-ce possible? Ce n'est pas humain, comment peut-on faire ça? Un type comme ça ne peut pas être en liberté, il ne peut pas juste purger sa peine. Cette peine doit être infinie, il doit rester en prison jusqu'à sa mort. Comment relâcher un type comme ça? Peut-il être réhabilité? Avec ce trouble cérébral, aucune réhabilitation possible. Mais c'est mon avis. Celui-là, voici la rétrospective des affaires de 2025. Il y en a beaucoup d'autres qui ne rentreraient pas ici. La vidéo est déjà très populaire, j'espère que vous aimerez. Je remercie sincèrement chacun d'entre vous pour votre présence lors de la saison 2025. Ça a été une année vraiment difficile, n'est-ce pas? Où nous avons essayé, comme lors de toutes les autres saisons, de faire valoir la devise de la chaîne qui est « Il y a des histoires qui doivent être racontées ». Je vous souhaite à tous une excellente année 2026. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remercie de tout cœur une fois de plus pour votre compagnie et j'espère vous avoir avec moi pendant toute la saison 2026. Merci encore, bisous du roux, et à l'année prochaine.